La nourriture, notre identité, notre famille et nos cultures. Incroyable. Hello les curvy girls and boys. Je suis grosse et ce n'est pas de ma faute. Allez, on se lance aujourd'hui pour le podcast du 24 février. Alors, la nourriture, notre identité, notre famille et nos cultures. C'est un thème qui vient de me sauter aux yeux lors d'une émission sur le véganisme où ça s'arrache un petit peu les pupilles entre qui va rester carnivore, qui va continuer à manger un petit peu de viande ou à faire partie du véganuary, c'est-à-dire ne pas manger de produits à base de viande tout le mois de janvier, veganuary, pour rappel à January, janvier, ou bien tout simplement végétalisme, végétarien, etc., etc., pescarian, ceux qui mangent du poisson ou ceux qui n'en mangent pas. Enfin, on rentre vraiment dans des débats. Et puis à un moment donné, le sociologue lâche une phrase qui, moi, a fait un déclic. En tant que personne en forte corpulence, je suis en train de me demander comment je vais lancer cette fameuse transformation corporelle. J'ai travaillé au cours des derniers 2 ans, on va dire, mais surtout des derniers 18 mois et de la dernière année, sur cette envie de changer de vie, mais de changer de vie de façon profonde. Alors je rencontre énormément de personnes en forte corpulence en ce moment qui vont faire des sleeves et qui me disent non, c'est pas un bypass, c'est pas ceci, c'est pas cela, mais vous allez voir, je vais perdre 36 kilos, je vais perdre 40 kilos. Et moi, j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans du tout. J'ai juste envie d'aller retrouver le fameux déclic humain au cœur de nous-mêmes. Les raisons pour lesquelles je suis devenue grosse, et comme je vous le disais dans mon titre de départ, je suis grosse et ce n'est pas de ma faute. En ce qui me concerne, j'ai grossi pour une erreur médicale au départ, 20 kilos en 10 jours, puis à peu près 40 kilos. Mais ça ne justifie pas les 50 et quelques kilos que je porte en trop, c'est-à-dire à près de 120 kilos. Cette année, je suis prête à mettre le doigt dans la plaie. Le doigt directement où ça fait mal, ou en tout cas le doigt directement où ça va faire un vrai déclic, où ça va vraiment changer les choses. Et subitement, cette phrase m'a littéralement pulvérisé. La nourriture, notre identité, notre famille et culture. Effectivement, on ne mange pas en Suède comme on mange en Grèce, on ne mange pas en Afrique comme on mange, on va dire, aller en Chine. Et là, pourtant, c'était d'une évidence absolument incroyable. Et je ne l'ai jamais posé comme ça. La nourriture, notre identité, notre famille et culture. Et nos cultures, je dirais même, puisque beaucoup d'entre nous maintenant, et ça j'ai eu ce débat récemment avec quelqu'un, sont de cultures, de plusieurs cultures. Moi-même étant d'origine africaine, africaine de l'Ouest, j'ai baigné dans la culture anglo-saxonne de par et dans la culture un peu germanique, mais surtout francophone et anglo-saxonne de France. On prend une africaine, quel que soit son pays d'Afrique, qui a vécu en France, qui a grandi en France, et on prend une locale qui est arrivée adulte, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas du tout les mêmes codes, même alimentaires. Je ne pense pas que quelqu'un qui arrive assez fraîchement aura les codes que nous on a par rapport à la nourriture, par rapport à notre façon de le manger, façon de le cuisiner, façon même d'aller s'approvisionner. Je pense que tout le monde prend le pli quand même quand on arrive en Occident et que on bosse et que ça va très vite et qu'on se fait livrer tout ça, mais je pense quand même, même pour les Indiens, même pour les Américains latins, pour les personnes qui ont vécu sur place, ils sont imbibés de leur culture. Et en face d'une autre personne qui a les mêmes origines, à ne pas confondre avec la culture, ce sera deux comportements complètement différents. Moi, je vais m'en limiter à mon cas aujourd'hui, et c'est ce que je ferai dans beaucoup de vidéos d'ailleurs, de prendre mon propre cas. Comme ça ne fera pas ni de coléreux, ni de rageux, puisque c'est mon propre cas. Et je tiens à préciser, je ne suis pas médecin, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas d'un métier médical. Je partage juste des choses, des débats qui font remonter à la surface certaines choses enfuient, et notamment cette phrase que vient de prononcer, alors j'essaierai de retrouver son nom, c'est un sociologue anglais qui parle sur le véganisme, donc sur le végétalisme, les végétaliens, les gens qui ne mangent pas de viande, de lait, donc aucun produit dérivé de l'animal.
d'œufs, de fromage, etc. Par opposition aux végétariens qui ne mangent pas la viande elle-même, mais qui mangent du fromage, des œufs, qui boivent du lait, etc. En tout cas du lait animal, d'origine animale. C'est intéressant ce débat parce que, avant de revenir à la nourriture, notre identité, notre famille et nos cultures, moi-même j'ai été végétalienne pendant 3 ans. Et c'est en rentrant dans un hôpital français, puisque j'arrivais d'étranger, qu'on m'a dit: ah non, on ne peut pas vous servir de menu végétalien, éventuellement végétarien, mais le médecin me demandait de manger au moins un œuf par semaine pour ne pas casser la chaîne des acides aminés, si mes souvenirs sont bons. Aujourd'hui, je suis redevenu ultra carnivore, c'est très intéressant d'ailleurs. Et ce débat de végétalien, où je me sentais très très bien, très en forme, plein d'énergie, je crois d'ailleurs que je vais faire dans la semaine 48 heures, où je vais redevenir en tout cas végétalienne, avec beaucoup de jus, beaucoup de fruits, pour un peu décrasser le corps. Et pourquoi pas faire même 3-4, tout simplement. Alors je bois un peu parce que j'ai la gorge sèche. Donc dans ces vidéos que j'essaierai de vous faire le plus souvent possible, ce soir j'avais vraiment la flemme et je me suis promis en 2023 d'alimenter cette chaîne YouTube et de partager mon expérience, et si ça résonne pour une personne, et ben c'est très bien. Parce que c'est comme ça que je me suis reconstruite aussi, complètement à terre, en miettes. Je me suis retrouvée dans une situation où je n'étais plus personne. Je n'avais plus rien. Je n'avais plus rien dans le ventre, je n'avais plus rien dans la tête. J'étais fatiguée, épuisée mentalement. J'avais l'impression que c'était d'ailleurs comme quelque chose qu'on appelle la nuit noire de l'âme, je crois. Et d'ailleurs, je ferai à ce sujet une vidéo là-dessus. J'ai découvert ce que c'était que la nuit noire de l'âme. Alors j'ai traversé ça, pendant 2-3 ans, c'était infernal, c'est infernal. Mais là, je me sens dans une zone de paix, comme si j'avais atterri après avoir bataillé à travers les bossas et les ronces, etc. d'une forêt. Je suis arrivé dans une belle clairière où j'arrive à voir une sorte d'horizon, en tout cas une vue dégagée sur plusieurs mois et peut-être années, avec un sentiment un peu plus de sécurité dans mon propre corps. Donc pour moi, l'occasion de me poser la question, est-ce que j'ai envie de vieillir plus, c'est-à-dire vieillir demain, merci si Dieu me prête vie, hein, et quand Dieu me prête vie, ou quand l'univers me prête vie, vieillir voudrait dire être là demain, être là après-demain, c'est jamais garanti, on ne sait jamais ce qui se passera demain. Mais je ne sais pas si j'ai envie de continuer avec l'obésité. Et j'y travaille doucement, j'y travaille mentalement. Et je me souviens de cet herboriste qui s'appelle La Santé par les plantes, je ne sais pas si des gens le connaissent, sur la ville de Nice. Extraordinaire monsieur. Qui m'avait dit, au moment de ce passage noir, 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 noir de suie, noir de sombre, noir de tunnel, il m'avait dit: mangez, ne vous posez pas la question. Nourrissez le corps qui est en train de vous accompagner dans ce chemin totalement sombre. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, ça m'a amené dans les 120, 125 même. Là, je sais que pour moi, 125 kilos, c'est la totale. C'est-à-dire, c'est là, même de haut de mon mètre 72, 13, avec une ossature relativement sportive, c'est le grand maximum que mon corps peut supporter. Donc, comme je suis dans les 117, 118 en ce moment, j'ai perdu un peu depuis l'année dernière, mais là, je sais que à 1 ou 2 kilos en moins, je me sens déjà beaucoup mieux. Donc, je fais l'engagement devant vous dans cette vidéo aujourd'hui de cibler, aujourd'hui on est le 24 février, de me dire que, allez, au 24 mai, c'est-à-dire dans 3 mois, j'aimerais avoir une quinzaine de kilos en moins. C'est-à-dire vraiment, même une dizaine, c'est-à-dire vraiment passer cette barre pour me sentir vraiment, vraiment bien et permettre à mon corps de travailler avec moi et pas contre moi. Au niveau, à tous les niveaux, spirituel, mental et surtout physique, parce que je vais avoir besoin de bouger, de courir, de marcher, de tenir debout sur des talons. Et ça, je le veux parce que c'est en train d'emmener ma vie dans une direction qui, moi, me plaît. Et j'ai envie de me sentir belle, c'est pas juste parce que je serai plus mince, mais j'ai envie de me sentir surtout en vie. Et puis j'ai envie de faire la belle, pourquoi pas. Ça, c'est pas de me sentir belle, mais faire la belle. Je me sens déjà très belle, c'est pas le souci. Mais je crois que c'est à préciser parce que justement ça aussi c'est une des vidéos que je ferai, mon associé à beauté et minceur. Alors qu'il y a des gens minces qui sont pas pour moi plastiquement spécialement extraordinaires, ils sont pas mal,
Et puis il y a des gens qui sont plus en forte corpulence, elles sont magnifiques, des beaux visages, des beaux cheveux, des tas de choses. Ça, c'est un autre débat. Revenons à la nourriture, notre identité, notre famille et culture. Et c'est là, en entendant cette phrase, je me suis dit, mais c'est une histoire de dingue en fait. Mais oui, la nourriture, mon identité, ma famille, ma culture, mes cultures. Dans ma famille, justement, je suis la seule obèse. De ma famille de proches ou de plus ou moins loin, je suis la seule obèse. Un jour, un médecin, voyant arriver ma mère, lui s'étonne et lui dit: Ah là là, ah bon, vous n'êtes pas grosse? Ma mère se fâche et le médecin lui dit: Mais non, parce que je pensais que c'était de famille. Eh oui, c'était de famille, mais non, pour moi, c'était un cas individuel. Allez, je continue une semaine plus tard avec ce même sujet, mais plus de perspective. Je me suis observée pendant toute une semaine en voyage. Et mis à part le phénomène culturel et familial, je me suis aussi rendu compte que ça avait à voir dans mon cas, puisque ce n'était pas que de famille et que de culture, ça avait à voir avec la fatigue, cette sorte d'épuisement mental, physique, cette barrière au-delà de laquelle je me pousse à aller au quotidien. Alors ce soir, quand je suis rentrée de voyage hier soir, et endormi à peu près 3 heures à tout casser, je me suis rendu compte que je poussais mon corps en fait au-delà de ce qui lui était, je dirais pas tolérable, mais acceptable. Alors j'ai résisté parce qu'hier en rentrant, j'ai bien mangé. Généralement, j'associe au voyage la possibilité de me lâcher, c'est-à-dire dans les avions, manger n'importe quoi sur la route du voyage, en me disant qu'il me faut des forces. Et en fait, pas du tout. Hier, en rentrant, bien entendu, je rentre d'un pays, la France, qui est magnifique au niveau, je dirais, nourriture. Je me suis fait ultra plaisir. Mais en même temps, j'essaie de dissocier le plaisir ponctuel, et je crois qu'il y en avait peut-être trop de plaisir ponctuel, en se disant qu'à chaque fois que je suis sur ce territoire, j'en profite pour manger les belles choses qui nous sont disponibles en France et qu'on oublie très souvent quand on est à l'étranger. Et puis, en fait, en rentrant, donc, j'ai amené de belles choses, de belles tartes, etc. Je me suis fait plaisir. Mais en y réfléchissant, je me dis, bon, je suis épuisée. Idéalement, ce serait bien de commencer par prendre une douche, de me relaxer, de me faire des soins. Mais il y a cet appel du sucre. Et puis, aujourd'hui, je me dis, bon, voilà, on va recommencer le céleri, les fruits, etc., etc. Et ce soir, épuisé parce que sur 48 heures, je n'ai pas énormément dormi, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, c'est pas le corps qui va un jour décider de se dire non, j'ai pas besoin d'un gâteau ce soir, ou bien que dans mon cas, comme je vous ai expliqué dans d'autres vidéos et auparavant, je n'ai pas grossi que à cause de la nourriture. Enfin, je n'ai pas grossi du tout à cause de la nourriture d'ailleurs, mais c'est ensuite quelque part la nourriture qui m'a permis aussi de rester dans cet état, mis à part les problèmes médicaux. Donc j'ai voulu faire un essai. Et ce soir, je me suis lancée. Je me suis dit: «Fini l'excuse d'être complètement épuisé, et là mon corps demande du sucre», parce qu'en fait mon corps demande de l'énergie, et souvent j'ai effectivement pallié à ce manque d'énergie, à cette fatigue, à cet épuisement soudain, j'y ai pallié en mangeant des choses, pas forcément, très light, mais pas forcément non plus toujours très grasse. Mais c'est juste que dans mon cas, vu que je venais de grossir et pour des problèmes médicaux, il m'aurait fallu effectivement faire un effort surhumain pour, dans ces cas-là, continuer à ne manger que du light. Et je crois que mon cerveau, quelque part, et je voulais partager ça avec vous, parce que mon cerveau, quelque part, a identifié que pour pouvoir me booster, me donner un grand coup de fouet, il fallait du sucre quelque part. Parce que j'ai beau dire, même en tournant autour du pot 107 ans, c'est une vérité, c'est une réalité que je ne peux pas nier. Donc ce soir, voilà, je me suis acheté de très belles mandarines. Vous voyez le genre de mandarines pour 1,50 €. Elles sont très belles, j'adore ces mandarines. Et plutôt que de m'acheter le sachet de mandarines à 2-3 € et que c'est des mandarines que j'apprécie pas, c'est un exemple les mandarines, mais c'est me dire, je mange la Rolls Royce de tous les fruits. En fait, de toutes les bonnes choses, la Rolls Royce de toutes les bonnes choses qui vont me permettre de résister.
Et j'ai réussi. J'étais prête à descendre, à me dire: «Allez, va te chercher un dessert, une crème, quelque chose qui te fasse plaisir». Et finalement, non. Même si pour une personne lambda, ça veut dire qu'elle ne prendra pas plus de poids ou elle n'en perdra pas, pour moi, du coup, je me lance dans ce que j'ai dit il y a l'annonce que j'ai faite le 24 février. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Si j'y pense, il y a 4 jours, mais en fait, une petite semaine après, par rapport à ce que j'avais décidé avant de voyager, je m'y tiens. Et c'est pas évident parce que sur le moment, c'est vraiment un exercice mental où mon mental récupère le contrôle de la situation en me disant voilà, le corps est crevé, mais en me disant attention, tu as l'expérience quand même du fait que cette fatigue n'est pas nécessairement due à une fatigue que physiologique, que corporelle. C'est aussi une fatigue mentale parce que je gère beaucoup, beaucoup de choses. Alors je vais voir ce que ça va donner cette semaine parce que j'ai fait l'essai par contre dans la semaine de marcher sur les talons, d'être plus active et c'est vrai que je suis à la ramasse et que c'est et je trouve pas pour moi normal, je ne fais pas honneur à ma vie, je dis même pas à mon corps à ce moment-là, mais je ne fais pas honneur à ma vie en ne vivant pas à plein régime, c'est-à-dire pouvant marcher assez loin. J'étais par exemple, j'étais sorti d'un tram et j'aurais pu faire une station de tram à pied. Je vais rechigner parce que je sais que ça va être un peu pénible et que arrivé de l'autre côté, il va y avoir un manquement d'énergie quelque part. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir faire ça d'un trait, talon pas talon, mais c'est pas des talons aiguilles, hein, des bottines à talons compensés. Je me dis, et en plus talons bien souples, je me dis si j'arrive pas à faire ça, c'est que j'arrive à un degré d'épuisement du corps et de fatigue corporelle auquel il faut que je remédie. Donc je voulais partager ça avec vous ce soir parce que c'est une révélation assez intéressante de se rendre compte que à un moment donné, seul notre mental peut faire le travail. Mais c'est pas un travail qu'il faut se dire ou se prévoir qu'il doit être déjà pénible. C'est un travail au final très naturel. Moi, je me suis j'ai tout stoppé à un moment donné. J'étais mon cerveau et mes habitudes que j'avais prises quand je suis fatigué et quand je voyageais ou j'avais fait un effort exceptionnel. Là, je me suis dit stop, il n'en est pas question parce que déjà ça veut dire que j'allais manger encore comme hier des choses sucrées le soir, des choses à base de pâtes et sucrées le soir et que je m'étais fait un bon riz, même si j'avais envie de manger des choses lourdes, parce que des fois on a envie de manger quelque chose qui nous tient au corps, qui est lourd, qui pèse, qui fait du bien. Mais là je m'étais dit non, stop. En ce qui me concerne, maintenant c'est une reconstruction du corps, c'est une revigorisation, c'est vraiment lui donner l'énergie nécessaire pour faire des choses extraordinaires et pour voyager beaucoup plus souvent du coup. Parce que j'ai redécouvert le voyage et c'est aussi de ça que je vous parlerai dans une autre vidéo, dans un autre podcast d'ailleurs, puisque comme je vous avais dit il y a quelques semaines, j'aime bien le principe du podcast pour vraiment faire passer le message, la parole. Alors que parfois dans les vidéos, je suis peut-être un peu trop axé sur comment je vais me coiffer, sur l'habit que je vais porter, etc. Mais là, dans ce cas-là, euh, et dans ce podcast, j'aimerais beaucoup parler du voyage dans la perte de poids. Je crois que c'est une stratégie que je vais continuer à adopter. C'est exceptionnel, mis à part que on tire des valises, qu'on marche des kilomètres dans les aéroports. Mais je crois qu'il y a quelque chose dans le voyage qui permet le déclic. On n'a pas besoin d'aller très très loin en fait, même à 100 kilomètres de chez soi, même à 50 kilomètres, voire à 20 kilomètres de chez soi, juste en enclenchant ce phénomène de découverte, de redécouverte. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais continuer comme ça, je vais essayer d'utiliser mon cerveau, en tout cas mon acquis, mon expérience de vie, pour pouvoir soutenir mes propres rêves et me faire cette alerte bing bing au-dessus de la tête quand je fais des actes qui ne sont pas en faveur de cette perte de poids, de cette redynamisation. J'aime pas cette histoire de rééquilibrage alimentaire, compter les calories, tout ça, moi ça fonctionne pas vraiment pour moi mais c'est retrouver un peu cette zone vagale. J'ai appris ça récemment. Je ferai une petite vidéo aussi là-dessus parce que je connaissais pas du tout. Et j'ai fait ce test d'ailleurs hier en écoutant de la musique pendant 1 heure, en dansant sur ma chaise, en m'enjaillant. Et je crois que c'est de ça que moi, mon corps avait besoin. C'est de sortir de cette zone de tristesse où c'est métro, boulot, dodo. Mais moi, dans mon cas, c'est chaise, lit, ordinateur, quoi.
Voilà, c'était surtout ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et oui, je serais ravie de savoir comment vous vous en sortez, quels sont vos projets pour cette année vis-à-vis de la perte de poids ou peut-être de la prise de poids aussi. C'est des choses, c'est sûr que c'est pas la page grossophobie, mais c'est aussi dans la lignée du body positif, puisque il n'y a pas que des gens qui veulent perdre du poids, il y a des gens qui veulent réhabiliter leur poids et réaccepter leur corps. Voilà, c'est avec grand plaisir que j'ai pu faire cette vidéo parce que ça faisait un moment que je me demandais comment j'allais allier vivre pleinement, me sentir bien tout en tranquillement perdant du poids, mais surtout tout en retrouvant un corps fonctionnel, vivant, vibrant, en vie, qui est éclatant, qui fait ce pourquoi il est construit. Je vous dis à très très bientôt les Curvy Girls and Boys et donnez-moi des idées, n'hésitez pas pour des vidéos, même des lives ou des lives à deux ou à plusieurs. Voilà. À très très bientôt. Au revoir.